Bonjour à tous, nous entamons avec cette vidéo un chapitre de statistiques à deux variables dans lequel nous allons effectuer des opérations relativement classiques, d'autres un petit peu moins. Ce qu'on ne fera pas dans ce chapitre, c'est l'ANOVA, donc l'analyse de variance. Donc désolé si ça déçoit un certain nombre de personnes, mais nous allons rester sur des applications en fait classiques. Alors, nos objectifs dans ces statistiques à deux variables sont d'étudier deux caractères sur chaque individu et donc sur un ensemble d'individus, l'échantillon étudié. Ça veut dire par exemple que si les individus sont des entreprises, je pourrais m'intéresser à la dépense qu'une entreprise a faite en communication pendant les 3 mois qui ont précédé, et puis à la recette, donc au chiffre d'affaires que l'entreprise a réalisé dans la période qui a suivi. Évidemment, notre objectif est de voir si il y a eu une influence de la dépense sur la recette, donc la dépense en communication, et on se doute que le chiffre d'affaires d'une entreprise ne dépend pas que de la dépense en communication, mais que c'est un des facteurs qui vont avoir une influence. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement récolter des données à l'issue d'une enquête, et donc pour chaque individu, on va avoir un couple de valeurs avec graphiquement un individu qui est positionné sur un point précis du graphique. Par exemple, cette entreprise-là a effectué une dépense d'environ 3 000 euros en communication. Le chiffre d'affaires de la période suivante a été d'environ 93 000 euros. Une autre entreprise va être située par ici. Donc les dépenses et les recettes évoluent d'une entreprise à l'autre. On imagine bien sûr que on a effectué une étude dans un secteur d'activité bien précis avec des entreprises qui sont donc comparables les unes aux autres pour faire une étude cohérente. Et on a comme ça un certain nombre d'entreprises. Alors sur cette diapositive, 14 entreprises qui se positionnent sur ce graphique. Le premier objectif, ça va être d'essayer de savoir si on peut penser qu'il y a un lien entre X et Y. Est-ce qu'il y a une influence de l'une sur l'autre? Alors, l'influence peut aller de X vers Y ou de Y vers X, ça dépend de ce qu'on étudie. Par exemple, si une entreprise a un chiffre d'affaires qui est fort, c'est peut-être qu'elle est plus grande qu'une autre entreprise et que donc elle va avoir tendance à dépenser davantage en communication. Donc la relation de cause à effet peut s'établir dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si dans un autre exemple, une relation de cause à effet est clairement de x vers y, eh bien d'abord, la variable qui est la cause, on va davantage l'appeler x, on va préférer le faire comme ça, et la variable qui est l'effet, on va l'appeler y. À ce moment-là, la variable x va s'appeler variable explicative, et la variable y, la variable expliquée. Si on se pose la question de la relation qui existe entre x et y, on se pose la question de leur corrélation. La corrélation de x et y qui, visuellement parlant, est liée à la forme de ce qu'on appelle le nuage de points que je viens d'entourer ici. Ici, effectivement, on a des points qui ne semblent pas répartis complètement au hasard sur le graphique, mais avec un nuage qui est plutôt allongé, et qui semble suivre un axe, on va dire, qui nous montre une espèce de croissance globale de Y en fonction de X. Effectivement, dans cette étude en tout cas, les entreprises qui dépensent autour de 10 000 euros en communication n'ont pas n'importe quel chiffre d'affaires, donc ça va se situer dans un certain intervalle, alors que les entreprises qui dépensent plutôt 5 000 euros vont avoir des chiffres d'affaires qui se situent manifestement dans un autre type d'intervalle. Le deuxième objectif du chapitre va être de modéliser cette relation. Est-ce qu'on peut faire passer une droite ou une courbe plutôt entre guillemets dans l'axe du nuage qui reflète une espèce de tendance centrale? À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un ajustement ou une régression. Ce sera un ajustement ou une régression linéaire s'il s'agit d'une droite et puis curvilinéaire s'il s'agit d'une courbe. S'il s'agit d'une droite, on aura des méthodes euh, universelles, on va dire, hein, qui existent et qui peuvent s'adapter à toutes les situations. Lorsqu'il s'agit d'ajuster un nuage par une courbe, eh bien, ça sera plutôt au choix de la personne qui fait cette régression, qui va essayer de choisir plutôt tel ou tel type de fonction pour avoir un morceau de courbe qui colle le mieux possible au nuage de points. Bien, modéliser cette relation, c'est faire une régression, c'est-à-dire qu'on régresse dans la quantité d'informations obtenues. Effectivement, si les points avec leur position précise sont remplacés par une courbe, on perd de l'information. Et si on fait ça, ça n'est pas par plaisir ou parce que la courbe est jolie sur le graphique, mais tout simplement parce qu'elle va nous servir, cette courbe, elle va nous servir à faire de la prévision, de l'estimation.
Par exemple, si une entreprise souhaite, dans le même secteur d'activité, dépenser 12 000 euros en communication, à quel chiffre d'affaires est-ce qu'elle peut s'attendre si on suit la même logique que ces entreprises concurrentes? Eh bien, en s'appuyant sur l'expression de la courbe, on va être capable de calculer une estimation en Y, qu'on appellera estimation ponctuelle. On pourra également, à la fin de ce chapitre, les vidéos vont se succéder, être capable de tenir compte de l'épaisseur du nuage de points autour de la courbe pour calculer à la verticale de la valeur 12 un intervalle de confiance, donc une fourchette de valeurs possibles ou probables de ce que pourrait être le chiffre d'affaires. Je vais y arriver. Voilà, alors les différentes mises en forme maintenant. Ici, je n'ai fait qu'afficher un graphique, mais les données sont d'abord récoltées et placées dans un tableau, et il peut y avoir deux types de tableaux différents. Vous avez d'abord ce qui s'appelle les séries listes, où les couples XY sont donnés les uns à côté des autres ou en dessous des autres en parallèle. Ici, par exemple, un exemple sur 5 parcelles avec des quantités d'engrais qui ont été épandues sur ces parcelles et puis les productions qu'on a recueillies. Là encore, on se doute que la quantité d'engrais va avoir une influence sur la production recueillie. On a deux séries en parallèle parce que l'échantillon est petit et qu'on peut très facilement donner un tableau dans lequel on a les valeurs précises de X et de Y. Un couple par individu, un individu par ligne. Un cas particulier dans les séries listes, ce sont les séries chronologiques, où cette fois-ci on évalue l'évolution d'une valeur dans le temps. Cette fois-ci, le temps, donc ici compté en années, va pouvoir être vu comme une variable et va pouvoir être inclus dans de futurs calculs. Donc les séries chronologiques sont des séries à deux variables par ce biais-là. On a aussi, dans d'autres types de données et d'études, les tableaux de contingence, c'est-à-dire des tableaux croisés. On imagine cette fois-ci, et je vais afficher un exemple tout de suite, qu'on a beaucoup d'individus étudiés et qu'il serait malaisé, on va dire, d'établir un tableau où on a une colonne ou une ligne par individu avec un couple XY. Peut-être que dans des études sur beaucoup d'individus, on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les données précises des valeurs des deux variables. Ici, par exemple, on a réparti des individus par tranche d'âge. J'ai ici mis seulement les centres des intervalles. Donc autour de 20 ans, autour de 40, autour de 50, autour de 60. Et puis on a aussi posé la question à ces individus de leur acuité visuelle. Là encore, un individu ne connaît pas forcément avec une grande précision son acuité visuelle, donc on peut prendre des intervalles autour de 3 dixièmes, autour de 6 dixièmes, autour de 9 dixièmes. En croisant ces données et en mettant ici en vert à l'intérieur le nombre d'individus concernés dans chaque case, on a un tableau de contingence à partir duquel il va falloir réagir un tout petit peu différemment des séries listes, parce que, par exemple, vos calculatrices connaissent très bien les séries sous forme de liste, mais pas les tableaux croisés. Donc il faudra qu'on apprenne à décroiser ce genre de tableau pour revenir sur des formes de liste. Graphiquement, lorsqu'on a une série liste, ici dépenses publicitaires d'une entreprise en fonction de l'année, nous avons un nuage de points où chaque point est un individu. Donc ça correspond à un couple XY, une colonne du tableau, et donc c'est un individu étudié ici. Bien, alors lorsqu'on a un tableau de contingence, c'est pas tout à fait comme ça que les choses vont se présenter graphiquement. Je reprends mon exemple d'âge et d'acuité visuelle. Cette fois-ci, en tenant compte évidemment des centres des intervalles, j'ai 4 valeurs de x qui sont croisées avec 3 valeurs de y. J'ai donc un nuage de points parfaitement rectangulaire sur le graphique. Mais je ne vais pas représenter des points au croisement xy parce que chaque objet, qui ne sera plus un point, doit représenter un nombre variable d'individus. Un effectif qui peut valoir dans le tableau 8 ou 10 ou 14 ou 55 et ainsi de suite. Donc on va avoir tendance à représenter des objets qui sont d'autant plus gros qu'ils représentent plus d'individus. Et ça va ressembler à ça à l'arrivée. Donc, bien entendu, dans le cadre d'un exercice ou d'un devoir, on ne va pas demander une représentation manuelle de ce type de nuage de points. Mais voilà, il faut savoir que ça existe et que, par exemple, sur un tableur ou n'importe quel logiciel, on peut être amené à demander une représentation directe grâce à un logiciel justement de ce type de nuage de points. Voilà,
À partir de la suite, nous allons voir les ajustements linéaires, le fait de voir des corrélations dans un nuage de points, ou plutôt à partir d'une série de données. Et nous nous retrouverons donc pour la prochaine vidéo pour la suite de ce chapitre. À très bientôt.